Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un grand plaisir et un honneur d'être ici pour parler d'un sujet important dans notre société. Et c'est un plaisir, d'autant plus que c'est avec Isabelle et Yannick. Alors, ma section, pour débuter, va porter sur le diagnostic et l'histoire naturelle des troubles neurocognitifs. Alors, c'est le nouveau nom qu'on donne à la démence. La démence, c'est le terme traditionnel depuis un siècle. Malheureusement, dans certains milieux, ça a une connotation psychiatrique péjorative. Et il y a un mouvement pour changer le terme pour trouble neurocognitif. Malheureusement, comme c'est long, les gens ont tendance à abréger à TNC, ce qui n'est pas pour moi une amélioration à ce moment-là. En tout cas, vous allez me voir peut-être alterner entre les deux termes, parce que c'est plus facile. Alors, le contenu de ce début de présentation, c'est définir les troubles neurocognitifs, parce qu'il y en a des légers puis il y en a des sévères ou plus avancés. La session qui va peut-être vous intéresser, c'est de quoi ça a l'air dans le vivant de la personne, les symptômes qui progressent sur 8 à 10 ans, et comment on les mesure. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas l'occasion peut-être de regarder ensemble, c'est comment on mesure dans les essais cliniques et on espère dans la pratique médicale de tous les jours, les changements au fil des années. Je vais parler d'évaluation clinique qui est assez simple et ensuite, je passe la parole à Isabelle qui va parler de l'aspect des tests neuropsychologiques et élargir le sujet. Et ensuite, je reviens pour parler des tests complémentaires. Qu'est-ce qu'on fait après la première visite chez le médecin, ou peut-être 2 visites, parfois chez le médecin? Qu'est-ce qu'on fait comme prise de sang, comme scan du cerveau? Je vais vous montrer des images de qu'est-ce qu'on fait au Québec. Parfois, on fait une ponction lombaire aussi pour avoir un diagnostic plus précis de la cause de démence ou de troubles neurocognitifs. Et un mot sur comment on révèle le diagnostic, qu'est-ce qu'on dit aux gens? On est toujours inquiet d'avoir une réaction catastrophique, mais il y a des façons quand même de parler aux gens pour être honnête, sans dramatiser, essayer d'avoir... j'ai une bonne nouvelle, on sait ce qui se passe. Mauvaise nouvelle, c'est progressif, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans les années qui viennent. Alors, la définition clinique des troubles neurocognitifs majeurs, c'est le nouveau nom pour démence. Alors, vous voyez, c'est long, TNCM. Mais c'est important de définir, parce que ce n'est pas du vieillissement normal. C'est vraiment un déclin de la capacité intellectuelle. Habituellement, c'est la mémoire, mais ça peut être autre chose. Isabelle va revenir là-dessus dans quelques minutes. Et par définition, il faut qu'il y ait au moins 2 domaines. Alors, ça peut être capacité de décider, de s'adapter, ça c'est exécutif, et capacité de se rappeler des choses importantes. Je vais vous donner tout à l'heure des exemples d'oublis qui sont bénins, puis d'autres qui peut-être sont moins bénins. Et par définition aussi, il faut que ça interfère avec la vie de tous les jours. Alors là, c'est difficile. Si c'est un vieux monsieur à la retraite qui ne fait pas grand-chose, ça prend du temps pour voir qu'il a oublié les poubelles. Exemple. Plusieurs fois, alors qu'une dame qui décide comment dépenser l'argent puis qui fait les chèques, si elle a oublié des versements anticipés pour l'impôt, comprenez ce que je veux dire? Ça dépend des circonstances de la personne, si elle est encore au travail, si elle est retraitée, etc. Il y a un art ici, il y a une zone grise pour dire c'est léger ou ce ne l'est pas. Oui? Le micro, il griche. Il griche? On je peux l'enlève? rien lui faire. Ben, vous pouvez le garder dans le cou. D'accord. On va voir si c'est mieux comme ça. Tant mieux. Merci de me l'avoir dit. Ça fait 3 fois qu'il me l'arrange autour des oreilles. Alors, vous voyez qu'il y a un art quand même au diagnostic de cette condition. Il y a un problème particulier pour la maladie d'Alzheimer, c'est que souvent les gens ne réalisent pas ce qui se passe. Et c'est défini par un terme médical, anosognosie, qui est un peu comme un déni, qu'il y a un problème. Et c'est toute une difficulté pour la famille qui amène la personne qui a des problèmes. Parfois, on est obligé de dire, c'est moi qui vais aller pour un check-up, viens donc avec moi. Ou on va aller pour notre visite annuelle tous les 2, ou c'est pas facile. Et évidemment, la personne, au début des symptômes, peut réaliser ce qui se passe, s'il n'y a pas une anosognosie totale, et réagir avec anxiété et avoir une dépression. Alors, tout ça pour vous dire que ce n'est pas juste mémoire. Je vais vous donner plus de détails avec des illustrations. Alors, ça, c'est un dessin
d'une dame qui est tout à fait fonctionnelle. Elle peut faire plusieurs choses en même temps. Peut-être qu'elle est sur un Zoom, puis elle parle en même temps à quelqu'un qui va lui apporter sa commande. Alors ça, c'est cognitivement normal. Qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur? Ce serait des changements dans la séquence que je vous montre ici, et puis je vais vous donner d'autres illustrations de quoi ça a l'air les gens et comment ça change, nous, dans nos mesures. Alors, habituellement, dans la maladie d'Alzheimer, vous avez une première phase de changement d'humeur parce que vous réalisez que vous n'êtes pas aussi vite qu'avant. Vous avez un peu un retrait social parce que vous ne pouvez pas suivre les conversations. Peut-être que quelqu'un veut vous aider. Par exemple, pour préparer un repas pour la famille, on voit qu'on est un petit peu pas certain comment s'y prendre, c'est plus compliqué qu'avant. Quelqu'un va vous aider, puis là, vous retirez. Ah, non, je suis capable. En tout cas, tout ça pour dire qu'il peut y avoir des changements d'humeur avant qu'il y ait des plaintes de mémoire. Ensuite, vous allez avoir des mesures pour les fonctions cognitives. On va en parler ensemble, Isabelle et moi. L'autonomie fonctionnelle, les changements dans la vie de tous les jours. Les changements de comportement majeurs, habituellement pour la maladie d'Alzheimer, c'est un peu plus tard, dans la 5e ou 6e année. Là, on parle de ne pas reconnaître la maison, ne pas reconnaître ses proches. Ça cause beaucoup d'angoisse. Il peut y avoir de l'agitation physique, etc. Notez que les comportements s'améliorent avec le temps. Et en fin de maladie, ça ressemble au Parkinson avec des changements de mobilité, qui est peut-être un meilleur mot que motricité. Mobilité au sens difficulté à la marche, difficulté à avaler. Alors, de quoi ça a l'air dans la vraie vie? Alors, ça, c'est une dame qui a oublié ses mots de passe. Ça arrive à tout le monde, hein? Mais elle les a marqués quelque part. Puis elle s'en souvient où c'est marqué. C'est nous autres, hein? Oui. Alors, on parle de plainte subjective. Il n'y a personne d'autre qui s'inquiète. Ici, on la teste avec des tests de mémoire papier-crayon, comme le MoCA, Montreal Cognitive Assessment, qui a été développé à Montréal par le Dr Nasreddine et est utilisé partout dans le monde entier, elle serait normale. Alors ça, c'est un stade qu'on pourrait appeler plainte subjective, pas d'atteinte mesurable. Et ça peut quand même causer de l'anxiété. Et on a un nouveau terme qui est sorti il y a à peu près 5 ans, un terme qui a été inventé par un Canadien de Calgary, de troubles comportementaux légers. C'est différent des troubles cognitifs légers, dont on va parler tout à l'heure. Alors, troubles comportementaux légers, ça peut être une personne qui est un peu plus anxieuse qu'avant, un peu incertaine, réagit peut-être mal quand on lui fait une suggestion. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va progresser vers une démence, mais ça peut être un premier stade. Alors, un stade un peu plus avancé, c'est la personne qui a des oublis conséquents. Alors, elle a oublié d'aller chercher les petits-enfants à la garderie, elle a manqué une facture ou deux. Là, sa fille commence à s'inquiéter. Là, si quelqu'un d'autre commence à s'inquiéter, on va consulter normalement son médecin de famille et on peut commencer à mesurer un léger déclin sur des tests comme le MoCA. Alors, au lieu d'avoir 26, 27, 28 sur 30, on passe à peut-être 25, 24. Mais cette personne, dans sa vie de tous les jours, elle est indépendante, peut-être un petit peu d'aide à l'occasion. Alors, on parle de troubles cognitifs légers. Alors, vous voyez la barre ici verticale, troubles cognitifs légers. La nouvelle classification, ce serait troubles neurocognitifs légers. Vous voyez qu'il n'y a pas d'atteinte fonctionnelle significative, mais comme je l'ai déjà dit, il y a une zone grise ici. Quand est-ce que les oublis dérangent beaucoup ou pas beaucoup? Alors, là, un autre stade, c'est la dame qui ne peut pas payer ses comptes toute seule. Il y a une atteinte fonctionnelle évidente pour les finances. Elle a besoin d'aide de sa fille ou d'une amie. On espère qu'elle n'est pas en train de se faire exploiter. C'est une dame qui peut vivre seule, mais avec de l'aide de quelqu'un, qui peut peut-être passer, visiter, s'assurer que le frigidaire, il n'y a pas de nourriture qui se perd, que les pilules sont bien prises. C'est le stade où c'est parfois le pharmacien qui a un drapeau jaune, avertit le médecin, votre patiente n'a pas pris ses médicaments de façon appropriée, et puis parfois c'est des anticoagulants, il y a de quoi s'inquiéter. Alors on parle de démence légère ici, troubles neurocognitifs majeurs, parce que c'est démence, mais au stade léger. Alors, vous voyez, ça commence à être compliqué, hein, au lieu de dire démence légère. Bon. Alors, vous voyez la ligne verticale ici. On a atteinte cognitive. Alors, le MoCA, on est rendu à 20 sur 30, 22 sur 30.
le Mini Mental State Exam de Folstein, qui est très connu de bien des gens. Sur 30 points aussi, on parle de 22, 24 sur 30. Et une atteinte fonctionnelle, qui est habituellement les médicaments, planifier une sortie, gérer ses finances. On peut rester à la maison avec un peu d'aide et si on est chanceux, pendant 2-3 ans, tout est stable. Un autre stade, c'est une atteinte fonctionnelle, mais pour les tâches de tous les jours, décider quoi mettre comme linge selon la température. Prendre le bain, la douche, surtout si on voyage, on n'est pas trop sûr comment ça fonctionne, ça nous arrive à tout le monde, hein? On tire, on pousse, et puis bon. Mais ici, on a besoin de quelqu'un presque tout le temps. Ça pourrait être le jour seulement, mais on ne peut pas vivre seul de façon sécuritaire. On ne conduit plus à ce stade. On parle de stade de démence modérée. Et on continue avec nos échelles de mesure. Alors, vous voyez ici avec la barre verticale qu'on a maintenant des difficultés cognitives importantes. On parle autour de 10 à 12 sur 30 au test de Folstein. Au point de vue fonctionnel, on a perdu, à toute fin pratique, la capacité de gérer ses finances. Il faut avoir donné une procuration ou un mandat à quelqu'un. Et on entre tranquillement dans une période de trouble de comportement. Alors, cette personne pourrait être désorientée la nuit, surtout s'il y a un changement dans la routine. On commence à penser d'avance qu'est-ce qu'on va faire s'il arrive un autre événement, si elle laisse le robinet couler, puis on inonde le sous-sol, si elle laisse la porte ouverte la nuit, il faut avoir un plan B, on va déménager ou avoir quelqu'un qui emménage à temps plein. Et enfin, le stade de démence avancée ou sévère, il y a une composante physique. La personne ne peut pas marcher seule de façon sécuritaire, elle a une canne, elle a probablement besoin de quelqu'un à l'occasion pour la supporter. Elle pourrait tomber. Il n'y a pas de tremblement, contrairement à la maladie de Parkinson, mais ça ressemble au Parkinson dans le sens qu'il y a une rigidité musculaire et de la difficulté à avaler, qui fait que cette dame va probablement avoir une pneumonie d'aspiration. Elle va survivre à la première, mais peut-être pas à la deuxième ou la troisième. Alors ça, c'est les stades si vous vivez à travers les 8 à 10 ans d'évolution. Alors, ça, c'est l'illustration au stade avancé où il y a moins de choses à mesurer. Vous comprenez que si on fait une recherche à un stade très léger, ce n'est pas les mêmes mesures d'efficacité qu'au stade modéré, qu'au stade sévère. Voilà. Bon, l'évaluation clinique. Alors, vous pourriez voir une personne à n'importe quel moment dans ce qu'on vient d'illustrer. Ça peut être une personne qui vient seule, qui dit « Je suis moins vite qu'avant pour jouer aux cartes. Au bridge, j'oublie mes contrats. » Une autre personne qui vient accompagner, qui dit « J'ai pas de problème », mais la fille vous écrit tout un papier avec plusieurs exemples d'erreurs. Ou ça pourrait être un stade encore plus avancé où la personne a une canne ou une marchette. Et là, on est rendu à un stade déjà avec une composante physique. Alors, les cliniciens, il faut être prêt, selon le stade, à évaluer. Il faut faire l'histoire médicale avec une personne fiable. Vous comprenez bien que, comme il y a beaucoup de déni, anosognosie, il faut absolument avoir une histoire vérifiée avec un proche ou un voisin. C'est obligatoire dans ce type de maladie. Parfois, il faut 2 visites. Parfois, il faut envoyer quelqu'un à la maison ou à l'appartement pour vous vérifier si l'histoire est fiable. L'examen physique neurologique, c'est simplement pour s'assurer qu'il n'y a pas de maladie associée, haute pression artérielle, pouls irrégulier, donc une arythmie cardiaque, une asymétrie des réflexes qui pourrait suggérer une pathologie dans l'autre côté du cerveau, soit un AVC ancien, un accident vasculaire cérébral ou une tumeur cérébrale, ce qui est très rare. J'ai parlé déjà des 2 tests classiques, Mini Mental State ou Folstein sur 30, et MoCA, le test développé par Ziad Nasreddine sur 30 aussi. Et maintenant, je passe le bâton à Isabelle. Merci, Dr. Gauthier. Est-ce que je prends ça? Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir que vous soyez si nombreux. Alors, merci beaucoup, Dr. Gauthier. Je vais continuer cette présentation. Je vais prendre... Voilà. Alors, moi, je suis neuropsychologue clinicienne de formation. Bon, maintenant, je suis à l'université, puis j'enseigne la neuropsychologie clinique. Mais dans ma vie, j'ai vraiment vu beaucoup de patients qui avaient des débuts
de maladie d'Alzheimer et d'autres aussi, d'autres troubles neurocognitifs mineurs. Pourquoi je dis mineurs? Parce qu'en neuropsychologie, en général, et le docteur Gauthier va être d'accord avec moi, les patients que vous nous envoyez sont dans les stades débutants. Et notre rôle, c'est de préciser le diagnostic. Hein? Donc, on voit des gens qui sont souvent encore fonctionnels. Et notre but, nous, c'est d'aider les médecins à mieux comprendre les profils cognitifs que les gens présentent afin de préciser quelle est l'étiologie des problèmes. D'accord? Aujourd'hui, je vais vous présenter seulement les différentes étiologies des maladies d'Alzheimer. Je me suis restreint à cette maladie-là puisque c'était le sujet de notre conférence. Pourquoi c'est important de préciser le diagnostic? Bien parce que qui dit diagnostic dit aussi pronostic. C'est comme ça qu'on sait vers quoi on s'en va selon la maladie qu'on présente. Hein? On sait un petit peu comment ça va évoluer. Le docteur Gauthier a parlé des troubles de l'humeur. C'est drôlement important de savoir si ces troubles de l'humeur-là sont comme une espèce de signe d'appel d'un début de maladie dégénérative versus un trouble de l'humeur qui pourrait être dû à d'autres choses parce qu'il n'y a pas que la cognition dans la vie, il y a aussi toutes des situations qui peuvent être difficiles, surtout en vieillissant. On vit des deuils, on laisse notre travail, on perd des amis, etc. Et il y a toutes sortes de circonstances de la vie quotidienne qui fait qu'on peut avoir des troubles de l'humeur sans que ce soit un début de maladie dégénérative. Donc, préciser le diagnostic et aussi caractériser les troubles cognitifs, c'est important parce que ça nous permet d'aider la personne et ses proches à avoir une meilleure idée de qu'est-ce qu'ils vont présenter comme difficulté dans leur vie quotidienne. C'est sûr qu'on a des alliés qui sont les ergothérapeutes qui peuvent aller à la maison puis aller aider les gens à compenser certains troubles qu'ils vont présenter en raison des troubles cognitifs qu'ils ont. Mais nous-mêmes, juste à l'examen neuropsychologique, en dressant le profil cognitif de la personne, on peut savoir, est-ce que c'est vraiment un trouble de mémoire, dans quel cas on va compenser par des aides externes, etc., ou est-ce que c'est un problème, on va le voir plus tard, de perception de l'espace, ou est-ce que c'est un problème à reconnaître les objets, etc. Dépendant du profil cognitif, on ne va pas avoir les mêmes recommandations pour l'adaptation de la personne dans sa vie quotidienne. Et aussi, ben moi, je suis chercheur, et puis là, le sujet de la conférence, c'est aussi où en est la recherche. Je vais vous parler un petit peu des projets de recherche que je fais avec un de mes collègues, on travaille ensemble depuis des années, qui s'appelle Sven Joubert, qui est professeur de neuropsychologie à l'Université de Montréal et chercheur comme moi à l'UGM, à l'Institut de gériatrie. Et on travaille sur l'identification, ce qu'on appelle des marqueurs cognitifs, c'est-à-dire des choses qui arrivent très, très tôt dans la maladie qui pourraient nous permettre de savoir qui, dans nos patients, c'est pas des patients, dans nos participants, va ou non développer éventuellement une maladie d'Alzheimer. Et donc, je vais vous en parler un tout petit peu tout à l'heure. Alors, une évaluation neuropsychologique, j'imagine qu'il y a des gens dans la salle qui en ont déjà eu, mais beaucoup qui n'en ont pas eu non plus. Je vais au moins vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on évalue. Donc, la première chose qu'on évalue, c'est le langage, évidemment, parce que c'est important aussi, puis ça colore l'ensemble des tests qu'on va faire avec les patients. Hein. Le langage puis l'attention, c'est des fonctions qui sont drôlement importantes quand on évalue quelqu'un, puisque c'est comme les fils qui nous permettent de faire l'évaluation cognitive. Ensuite, on va faire des tests de perception, de reconnaissance des objets, des visages. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a des maladies neurodégénératives, des démences, qui commencent par des problèmes de reconnaissance des objets, des problèmes de reconnaissance des visages. Les gens ne savent plus. Ce n'est pas tellement la mémoire, c'est que quand ils voient, ils sont plus sûrs. Donc, on va vérifier ça. On va vérifier les fonctions visio-spatiales parce qu'il y a aussi des maladies neurodégénératives qui débutent par des désorientations dans l'espace. Hein, la personne n'est plus capable de retrouver
Typiquement, c'est en voyage où on a des nouveaux apprentissages à faire. La personne n'est pas capable de retrouver où est le restaurant dans l'hôtel où elle est, etc. Mémoire et orientation. Bon, la mémoire, je vous ai mis un petit schéma à côté pour bien préciser que ce terme-là regroupe 3 grands systèmes et ces systèmes-là ne sont pas touchés de la même façon dans le vieillissement normal. Le système qui est le plus touché, c'est vraiment celui qui est en bas, qui est la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est se souvenir des choses, c'est qu'est-ce qu'on a fait hier, qu'est-ce que c'était les gens qui étaient au dernier souper où je suis allé, qu'est-ce que j'ai fait l'été passé comme voyage. C'est vraiment pris dans le temps, dans l'espace, c'est vraiment souvenir. Donc ça, c'est la mémoire qui est la plus touchée, puis tout le monde va être d'accord, c'est celle aussi qui nous permet d'apprendre des nouvelles choses, puis des fois, c'est difficile, puis qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oui, elle m'a parlé de Lucie, mais je ne me rappelle pas. C'est-tu parce qu'elle était partie? Tu sais, ces petites choses-là qui sont normales avec le vieillissement, des petites difficultés. L'autre système qui, lui, est préservé dans le vieillissement, c'est la mémoire procédurale. C'est toutes nos procédures. Conduire une voiture, aller en ski, jouer au tennis. Tout ce qui est procédural. C'est des choses qu'on apprend. On ne sait pas qu'on les fait, mais on n'a pas de difficulté. Hein. Le faire, c'est suffisant. C'est notre mémoire de ces choses-là. Et puis, c'est robuste. Vous le savez sûrement, vous ne faites pas, je ne sais pas moi, vous ne tricotez pas pendant 2 ans, vous reprenez, hop, c'est comme si le tricot allait tout seul. Hein? On dirait que c'est très, très, très résistant. Et le dernier type, c'est la mémoire sémantique, c'est la mémoire des connaissances. C'est les choses que j'ai apprises à l'école, c'est quoi les capitales, c'est quoi les fonctions les fonctions des objets, etc. C'est vraiment la mémoire des connaissances qui, elle, n'est pas du tout liée au temps ou au contexte. Hein, si je vous dis Albert Einstein, vous connaissez le nom, mais vous ne savez pas quand est-ce que vous avez appris des choses par rapport à Albert Einstein. Donc, c'est l'ensemble des connaissances qu'on a sur le monde. Et c'est important parce que comme ces 3 systèmes de mémoire-là ne sont pas touchés de la même façon, d'une part dans le vieillissement normal, mais aussi par les maladies neurodégénératives, bien, quand on évalue la mémoire chez nos patients, on fait très attention aux atteintes de ces 3 systèmes-là pour savoir qu'est-ce qui est touché dans le cerveau, parce que ces 3 systèmes-là n'impliquent pas les mêmes régions du cerveau, puis ne sont pas touchés dans les mêmes maladies. D'accord? Et ensuite, évidemment, l'attention, puis les fonctions exécutives dont le docteur Gauthier a parlé un peu, hein, le jugement, la capacité d'organiser mon comportement pour réussir à résoudre un problème. Hein. Quand je suis devant, j'essaie de payer mes comptes. C'est très exécutif, cette partie-là. Alors ça, c'est les fonctions cognitives. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a 4 sous-types. Le sous-type le plus fréquent, c'est vraiment celui dont on a parlé tout à l'heure. C'est vraiment la progression dont vous avez parlé, Dr Gauthier, qui commence généralement, il peut avoir des troubles de l'humeur, mais qui généralement commence par des troubles de la mémoire. Hein, les gens vont remarquer, mon Dieu, ma mémoire va moins bien, puis les proches aussi le remarquent. Donc, des troubles de la mémoire récente. Hein, les troubles de la mémoire dans la maladie d'Alzheimer, ça affecte plus les événements récents que les événements anciens qui, eux, sont longtemps préservés. Ça, c'est le premier type. Je vais y revenir sur les 4 types. Le deuxième type, ça commence, ce qui est à l'avant-plan, c'est des troubles du langage. On va y revenir. Troisième type, des troubles de l'orientation dans l'espace. Et le 4e type, vraiment un syndrome plus des troubles d'organisation, de régulation comportementale. Et c'est important parce que c'est sur le plan neuropathologique, donc le cerveau, les modifications qu'on voit, hein, si on pouvait regarder les cellules, sont les mêmes, mais ne sont pas localisées au même endroit, ce qui explique que les profils cliniques ne sont pas les mêmes. Okay? Ce ne sont pas les mêmes zones qui sont touchées. Dans la variante classique, d'abord, on sait que c'est des troubles de la mémoire récente. C'est souvent noté par les proches. Les gens aussi ont de la misère à trouver les bons mots, mais ça, tout le monde a de la misère à trouver les bons mots, mais c'est très fréquent, puis beaucoup plus fréquent que chez la personne normale.
Il y a aussi une petite désorientation spatiale qui, au début, c'est pour les choses nouvelles, mais tranquillement, c'est pour les trajets qui sont plus habituels. Les gens sont un peu perdus. Des changements de l'humeur et une tendance à minimiser les troubles. La nausée dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, sur le plan neuropsychologique, ce qu'on fait, on fait apprendre des listes de mots, on fait nommer des images, hein, vous voyez les images. Puis, dans la maladie d'Alzheimer, on a souvent des modifications de la reconnaissance des objets. Par exemple, la pieuvre, j'espère que vous avez vu une pieuvre, les gens vont dire c'est des racines, hein, ou c'est une mop, une vadrouille. OK, vous voyez le style? Le sifflet, ils vont dire mais c'est un porte-clés. Là, quand un porte-clés, parce qu'il y a un petit anneau. Il dit, puis quand on dit que c'est un sifflet, pas sûr. Puis l'autre, c'est typiquement une tasse, à cause de l'élastique qui fait la l'anse. Alors, donc, on regarde la nature des perturbations. C'est notre rôle comme neuropsychologue d'aller chercher. On fait aussi on fait faire des dessins. Dans le MoCA, dont le docteur Gauthier vous a parlé, il y a le dessin de l'horloge. Moi, je suis une fan finie du dessin de l'horloge. J'adore ce test-là. Parce que pour un petit test si simple, c'est extrêmement révélateur. Je vous ai mis à côté des horloges de patients avec une maladie d'Alzheimer qui sont assez avancées. Et ce qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer, c'est une perte du concept de l'horloge. Ces gens-là, si je leur donne un modèle, ils sont capables de le dessiner. Mais quand ils doivent aller chercher dans leur tête, ça a l'air de quoi une horloge, bien voilà ce que ça donne. Hein? Donc, il y a toutes sortes de modifications. Vous avez vu ici, on regarde la notion d'aiguille, mais bon, 11h10, là, ils ont tendance à écrire. On demande toujours la même heure, en fait. On demande toujours 11h10. Pourquoi 11h10? Parce que le 10 se retrouve sur l'horloge et souvent, au tout début de la maladie, les gens vont mettre 11h moins 10 parce qu'ils ne recodent plus le 10 comme étant le 2. Hein? Donc, c'est déjà un début de petite atteinte conceptuelle. Et évidemment, il y a des perturbations plus grandes. Et ce qui est complètement drôle, c'est que les gens, quand on les teste d'année en année, ils font presque les mêmes perturbations. C'est vraiment étrange, comme si c'est le concept qui est touché. Puis quand ils reproduisent toujours de la même façon. Quelqu'un qui met les chiffres dehors, il reproduit les chiffres dehors l'année d'après, sans se souvenir qu'il a déjà fait l'épreuve. Donc ça, c'est le Alzheimer classique. L'autre type, c'est le Alzheimer avec plus des troubles du langage. Hein, on ne va pas s'étendre sur celui-là, mais c'est vraiment des difficultés. À l'avant-plan, c'est des troubles du langage. La personne a un discours qui est laborieux, tout ça. Puis ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de diagnostics différentiels à avoir avec ce type d'atteinte du langage. Et les neurologues ont besoin de notre examen qui est très détaillé sur le plan du langage pour arriver à faire un diagnostic différentiel, puis à demander les bons examens par la suite. Et c'est des patients qui ont une bonne préservation de la mémoire. Ils se rappellent de ce qu'ils ont mangé la veille puis ce qu'ils ont fait aux dernières vacances. L'autre catégorie, c'est ce qu'on appelle l'atrophie corticale postérieure. Donc, c'est le troisième type. Ça aussi, quand on regarde des patients qui présentent ce syndrome-là, quand on les regarde évoluer dans le temps, la majorité vont développer une maladie d'Alzheimer classique, avec les troubles de mémoire et tout ça, mais le début de la maladie n'est pas du tout pas du tout classique. C'est des gens qui viennent, et ils viennent parce qu'ils sont désorientés dans l'espace. Ils ont de la difficulté à localiser des objets, ils ont de la difficulté à prendre des choses sur la table parce qu'ils n'arrivent pas à bien s'enligner. Donc, c'est vraiment un trouble de l'espace. Puis quand on les teste, c'est ça qu'on voit. On voit ici une région qui nous permet de nous replacer dans l'espace, qui est touchée chez ces patients-là. Et encore, ils n'ont pas de trouble de mémoire, ils n'ont pas de trouble exécutif, ils sont conscients de leurs déficits, ils sont d'excellents historiens, ils nous racontent exactement ce qui arrive, mais avec l'évolution, c'est assez typique que ces gens-là vont évoluer vers une maladie d'Alzheimer. Donc, c'est important de l'identifier tôt parce que, évidemment,
il faut que les gens se préparent à avoir des troubles qui vont être plus importants, puis la majorité des gens veulent savoir vers quoi leur maladie va évoluer. Et donc, dans l'évaluation de ces patients-là, comme vous voyez, ça, c'est le dessin d'une horloge. Hein? Les gens, ils ont vraiment de la difficulté parce que c'est vraiment l'espace qui est perdu. Ils vont dire, j'ai de la misère à lire parce que je n'arrive pas à passer d'une ligne à l'autre. J'ai de la misère à écrire. Ils écrivent comme tout croche là, sur la feuille. Et les pires tests, c'est les tests que je vous ai mis à droite complètement. C'est vraiment de compter les points. Ils reviennent, puis ils recomptent 2 fois le même point, puis encore de nouveau. Ou de dire à quel chiffre correspond le point, la position en haut. C'est quel chiffre? Ici? Tout le monde a peur de tomber à côté. OK. Et donc, ça, c'est Oups, je vais revenir. D'accord? Donc, ça, c'est la variante très visuelle de la maladie d'Alzheimer. C'est toutes des maladies d'Alzheimer, mais à présentation différente. Et le troisième type, c'est un type qu'on appelle à début soit dysexécutif, soit comportemental. C'est vraiment les capacités, des problèmes d'organisation, de planification qui sont là au premier plan. Il y a aussi des troubles de mémoire, mais selon la région qui est touchée, si c'est plus comme la partie latérale ou si c'est plus la partie où il y a les yeux, là, orbitale, on va avoir ici plus de troubles du comportement, puis là, plus des troubles d'organisation. Hein, ça va être plus dysexécutif, puis ça va être plus comportemental. Et donc, il va y avoir des troubles de mémoire associés. Et c'est un diagnostic, c'est probablement la catégorie la plus difficile à diagnostiquer parce qu'il y a tout un domaine qu'on appelle les démences frontotemporales, les dégénérescences frontotemporales, qui se présentent pas mal comme ça aussi au début. Donc, et puis, ce qu'on sait aussi, c'est que quand les maladies d'Alzheimer commencent avec ce type d'atteinte-là, elles ont tendance à évoluer plus rapidement. Donc, le pronostic n'est pas très bon. Et donc, une dernière petite chose sur la recherche. Nous, on s'intéresse beaucoup, beaucoup à la mémoire sémantique et aux indices qu'on a dans le trouble cognitif léger et même dans la phase préalable pour essayer de voir si des petites altérations de la mémoire sémantique, donc la mémoire des connaissances, je vous ai mis Einstein, la mémoire des lieux, la mémoire des logos, les logos de compagnie, est-ce que ça pourrait nous aider à savoir chez nos patients lesquels risquent de développer une maladie d'Alzheimer ou pas? Pourquoi la mémoire sémantique est si intéressante? Bien, d'abord, c'est un domaine fascinant sur comment ça fonctionne dans le cerveau, là. Quand on est passionné, c'est absolument le fun. Mais ce n'est pas juste pour ça, c'est que la mémoire sémantique est extrêmement résistante aux troubles de l'humeur. Hein? Quand on est déprimé, on est bon dans ces tests-là. On ne perd pas nos connaissances. On reconnaît bien les objets. Comme il y a une phase au début, comme le disait le docteur Gauthier, au début où on peut avoir des troubles de l'humeur, bien, nous, on sait que ces troubles de l'humeur-là ne vont pas aller affecter ce type de mémoire-là. Donc, quand on a des troubles de mémoire sémantique très tôt dans la maladie, on sait que ça vaut la peine de suivre. Actuellement, on suit des cohortes. Il y a une cohorte qui s'appelle CIMACU, qui est une cohorte au Québec où il y a des troubles de mémoire des tests de mémoire sémantique. Donc, tranquillement, on suit ces gens-là après des années et puis on regarde à reculons qui va développer la maladie par rapport à ceux qui ne vont pas le développer, puis on compare au temps zéro lorsqu'ils ont commencé l'étude. C'est tous des troubles cognitifs subjectifs. C'est des gens qui disent « il me semble que ça ne va pas comme d'habitude », mais qui, à l'examen, au MoCA, ils sont normaux. Donc ça, c'est un domaine de recherche, là, mais qui est très intéressant. Docteur Gauthier. Je vais m'asseoir là. Bonjour. Alors, je profite de la transition pour souligner qu'une des grandes contributions de la Ville de Montréal à la recherche sur l'Alzheimer, c'est la participation des gens comme volontaires dans des études observationnelles. Et on a parlé de CIMACU, qui roule depuis au moins 8 ans maintenant. Et il y a aussi une autre cohorte ou groupe de volontaires qui sont suivis à partir du Centre McGill d'études sur le vieillissement. Ce sont des gens qui ont
65 ans et plus, pour la plupart, qui ont des symptômes ou non et qui acceptent à toutes les années d'avoir des tests neuropsychologiques, d'avoir des ponctions lombaires, des scans du cerveau et puis des prises de sang. Et c'est une des contributions significatives de la population montréalaise à la recherche. Je voulais le souligner puis vous remercier s'il y en a ici qui sont participants dans de la recherche observationnelle. Là, on retourne au bureau du médecin. Alors que vous soyez médecin spécialiste ou médecin de famille, on va demander les mêmes tests de base. Alors, les prises de sang, comme vous voyez ici, ce sont les mêmes prises de sang qu'on ferait normalement une fois par année en haut de 65 ans pour s'assurer qu'il n'y a pas de diabète, d'hypothyroïdie, etc. Le scan du cerveau qui est demandé, habituellement, c'est le scan cérébral de base, CT en anglais, Computer Tomography, sans injection de colorant. Il n'y a pas d'infusion. Dans le contexte de troubles cognitifs, ça serait mieux de demander une résonance magnétique cérébrale, mais c'est très long d'avoir ce rendez-vous. Alors, pour faire plus court, habituellement, les cliniciens demandent le scan de base pour s'assurer qu'il n'y a pas trop d'eau dans le cerveau, qu'il n'y a pas, etc. Je vais vous donner une illustration de ce qu'on cherche dans un instant. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est des choses qu'on ne voit pas souvent. Ça serait, par exemple, un méningiome, une tumeur bénigne qui grossit tranquillement et au moment où ça cause des symptômes, selon l'endroit où c'est localisé, ça peut être gros comme un pamplemousse. Et puis, ça arrive une fois par 5 ans qu'on en trouve un, silencieux, puis on l'enlève, puis la personne est guérie. L'autre chose qu'on peut trouver, c'est trop d'eau dans les ventricules. Et à ce moment-là, on peut faire une dérivation du cerveau vers l'abdomen, un shunt, comme on fait chez les enfants qui ont des grosses têtes. Alors, parfois, on a une surprise, même avec un scan de base. Ici, c'est une illustration de différentes personnes qui ont une résonance magnétique du cerveau. L'image est dans 7 axes. Et ce qu'on veut illustrer avec le cercle rouge, il y en a 5, c'est une partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Le nom est donné à cause de la forme. Ça ressemble à une queue d'hippocampe. Et vous voyez que de 0 à 4, il y a de moins en moins d'hippocampes. On peut le mesurer à l'œil et c'est utilisé normalement en radiologie. On dit il y a ou non des petits trous dans le cerveau. On voit des taches blanches ou non dans le cerveau. On parle de la grosseur des ventricules. On parle de la grosseur des régions, comme l'hippocampe. Et si le radiologiste est complet dans son rapport, il va nous donner un chiffre. Alors, à l'échelle de Sheltens, 0, 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vous rassure tout de suite, on peut avoir très bien un peu d'atrophie d'un côté, et puis on fonctionne très bien toute notre vie. Alors, ce n'est pas besoin d'avoir des gros hippocampes. Voulez-vous une bonne nouvelle aussi? Les hippocampes peuvent grossir un petit peu si vous faites de l'exercice physique. Vous allez en parler tout à l'heure, je pense. Ils ne vont pas grossir gros comme ça, là. mais on peut le voir au scan. Bon. Un autre test qu'on peut faire au Québec, qui n'est pas le reste du Canada, malheureusement, c'est un scan du cerveau avec la technologie à tomographie à émission de positons, ou PET scan. C'est utilisé dans le cancer. Alors, je ne sais pas si vous avez connu quelqu'un qui a eu un scan de tout le corps pour voir s'il y avait des métastases. On injecte du glucose, du sucre radioactif. Et puis, si vous avez une métastase, c'est comme un gros point rouge, quelque part dans le corps, habituellement dans les os. Pour le cerveau, on a une caméra spéciale. Je vais vous montrer les images dans un instant. C'est un test qui est très facile à faire. C'est une injection intraveineuse. On attend 45 minutes pour que le sucre soit bien réparti dans le cerveau. Vous êtes normalement au repos, les yeux fermés. Vous pouvez dormir si vous voulez. On mesure le fonctionnement du cerveau au repos, resting state, condition de repos. Ça nous donne une carte où sont les cellules actives dans le cerveau, à droite, à gauche, en avant, en arrière. Et parfois, on a un manque de glucose dans certaines régions et la géographie suggère un type de maladie qui correspond aux symptômes dont on vient de parler. Alors, je vais vous montrer une illustration classique. À droite, vous voyez la personne qui a une maladie d'Alzheimer, un stade léger, donc de démence légère. Vous avez en bas 2 flèches blanches qui montrent vers l'arrière du cerveau, qu'il y a moins de rouge, donc il y a moins de glucose métabolisé après 45 minutes, donc il y a moins de synapses. Il y a moins de connexion entre cellules nerveuses. Et l'autre flèche en haut, à droite, il y a juste une flèche. Ça correspond à une région du cerveau, le cingulum, qui est toujours atteinte dans l'Alzheimer classique.
Et si vous avez 65 ans ou 85 ans, c'est la même image qu'on va voir. Alors, ce scan est disponible au Québec. C'est très peu dispendieux parce qu'on utilise des isotopes qui restent après que les oncologues ont fait leur scan. Sérieusement, on utilise ce qui reste. Et ce qui nous manque, c'est des radiologistes qui sont intéressés à lire correctement les images. Mais la technologie est disponible et c'est couvert par le RMQ. Un autre test qu'on a au Québec et pas dans le reste du Canada autant, c'est la ponction lombaire qui va servir à mesurer dans le liquide des protéines qui viennent du cerveau. Alors, il y a 2 protéines principales dans la maladie d'Alzheimer, la protéine amyloïde et la protéine tau. Et on mesure dans le liquide, avec la ponction lombaire, ces 2 protéines. On ne le fait pas chez tout le monde, je vous rassure. On va le faire certainement chez quelqu'un qui a moins de 65 ans, parce que c'est atypique, ce sera une démence à début précoce, ou une personne qui a une présentation atypique, surtout si elle a moins de 65 ans. Les échantillons de liquide sont envoyés actuellement en dehors de la province, sont envoyés habituellement à Amsterdam, si vous êtes de la région de Québec, ou dans un laboratoire américain à Rochester, si vous êtes de la région de Montréal ou de Sherbrooke. Mais bientôt, on aura ces techniques d'analyse disponibles à Montréal, au Glen, l'hôpital de McGill. Alors, qu'est-ce qu'on mesure? Alors, la protéine A-bêta-42. Paradoxalement, il n'y en a pas beaucoup dans le liquide quand on mesure parce que la protéine reste collée dans le cerveau. Alors, vous avez trop de protéines amyloïdes dans le cerveau si vous avez la maladie d'Alzheimer. Mais comme elle reste dans le cerveau, il y en a moins dans le liquide. C'est un peu paradoxal. Par contre, la protéine tau anormale, p-tau, phosphorylated tau, alors c'est une protéine tau qui est hyper phosphorylée. Les anormales, elle a tendance à se prendre en écheveaux, c'est le terme utilisé au microscope, écheveaux neurofibrillaires ou tangle en anglais. Là, il y en a beaucoup. Parce que ça, c'est une protéine qui est dans les cellules nerveuses et quand elle se brise, qu'elle meurt, la protéine tau est libérée et on peut la mesurer dans le liquide. Et on peut aussi la mesurer dans le sang. Alors ça, c'est une des contributions de la cohorte de Montréal. On a envoyé du sang en Suède et ils ont mesuré p-tau dans le sang et on trouve des quantités très anormales de certains fragments qui ont maintenant des numéros, 1,8,1, 2,1,7, 2,3,7. Et ça correspond à ce qu'on voit dans le cerveau avec de l'imagerie sophistiquée pour ces 2 protéines ou à la ponction lombaire. Autrement dit, d'ici 1 an, on aura la capacité, et on envisage de le mesurer ici à Montréal, dans le sang, les fragments de protéines tau qui pourront nous donner un diagnostic précis dès le début des symptômes. Alors, vous avez eu vos 2 visites, peut-être 3 visites chez le clinicien. Vous avez eu ou non une visite chez un spécialiste selon les besoins. Et la question qu'on doit se poser avant de parler d'un diagnostic précis, est-ce qu'il y a clairement un déclin cognitif? Ça peut être quelqu'un qui a des plaintes subjectives, qui n'a pas d'atteinte mesurable. Alors, il faut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans parfois, ou faire des tests complémentaires. Est-ce que ça dérange avec la vie de tous les jours? Ce n'est pas toujours évident, surtout si la personne qui accompagne ne vit pas avec. Il faut parfois envoyer une travailleuse sociale ou une ergo à la maison pour voir s'ils peuvent faire le thé, mettre la table, etc. Est-ce qu'il y a une dépression? Si on est dans le doute, on traite pour la dépression et on réévalue après est-ce qu'il y a une démence ou non. Est-ce qu'il y a d'autres maladies expliquant certains des symptômes? Est-ce que la personne prend trop d'alcool? Est-ce qu'il y a un problème d'alcoolisme qui est caché? Il faut regarder en dessous de l'évier, paraît-il. C'est là que sont les vieilles bouteilles de gin. Un truc. Est-ce qu'il y a des effets secondaires de certains médicaments? Alors, les effets anticholinergiques, ça, c'est une chose que les pharmaciens sont très bons à signaler. Certains médicaments pour la vessie, que je nommerai pas, certains médicaments pour l'estomac. Si vous en prenez 2 ou 3 ensemble, ça peut donner un problème pour la mémoire récente qui est réversible, un problème réversible en diminuant les doses ou en arrêtant. Alors, si on pense qu'il y a une démence ou des troubles cognitifs légers, on essaie de trouver la cause selon les souhaits de la personne. Donc, si quelqu'un de 65 ans, c'est sûr qu'il veut savoir tout de suite qu'est-ce qui se passe et puis je veux planifier ma vie en conséquence. Si c'est quelqu'un de 90 ans qui ne s'inquiète pas, on va répondre à leurs besoins, mais ils vont peut-être simplement dire « je veux vivre heureux dans ma maison », puis on va planifier en conséquence. Mais je veux simplement, pour terminer cette partie-là, souligner que les différentes causes de démence, il y en a qui sont faciles, finalement, même auprès d'un médecin de famille, surtout si c'est une personne âgée de 75 ans et plus.
Alors, on a parlé de maladie d'Alzheimer depuis tout à l'heure. Les vieux critères, c'était 40 à 90 ans. Maintenant, il n'y a plus de limite d'âge. On peut avoir l'Alzheimer à 100 ans, mais ce n'est pas la même maladie. Alors, je vais le dire tout de suite, si vous avez 90 ans et plus, ce n'est pas l'amyloïde qui est importante. C'est une autre protéine qui a juste un numéro dans le moment, TDP43. Et si vous entendez parler de nouveaux médicaments pour l'amyloïde, ça va être pour des gens plus jeunes que 90 ans. Je vous le dis tout de suite. Les autres maladies en cause... ah oui, ça c'est la chose dont je voulais vous parler. Il y a une définition actuellement qui change de la maladie d'Alzheimer. Surtout les Américains poussent pour une définition biologique. Alors, surtout si les prises de sang s'avèrent aussi fiables qu'on le pense, vous pourriez avoir une précision du diagnostic si on mesure A, amyloïde, T, tau, et N pour neurodégénérescence cérébrale. Alors, il suffirait d'avoir une prise de sang et puis une ponction lombaire, ou une ponction lombaire et un scan du cerveau. Donc, c'est faisable. Et le risque, c'est que je pourrais vous dire, vous avez 65 ans, vous avez des symptômes très légers, le MoCA est normal, les tests neuropsychologiques sont beaux, mais si vous avez votre prise de sang puis vous avez votre ponction lombaire, vous êtes ATN positif. Vous avez une maladie d'Alzheimer, pathologiquement. Mais je ne peux pas vous garantir qu'il n'y aura pas de symptômes plus tard. Il va falloir ajouter d'autres éléments pour prédire le risque de progression. Et les éléments pourraient être génétiques. Par exemple, si vous avez une variation, ce n'est pas une mutation, c'est une variation du gène qui s'appelle ApoE4, une copie qui vient d'un côté de la famille, aussi 4, numéro 4, des deux côtés de la famille, là, votre risque de progression vers une démence est beaucoup plus élevé. Encore là, c'est de l'information qui n'est pas difficile à obtenir, ce n'est pas un test qui est dispendieux, mais c'est de l'information sensible. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un de 65 ans qui est ATN positif et qui a double 4? C'est arrivé à un jeune acteur, vous avez vu ça peut-être dans les journaux, il s'est fait dire qu'il était 4-4, et puis là, il a arrêté de travailler, et puis il faut qu'il réfléchisse, qu'est-ce que je vais faire le reste de ma vie? Mais ça, c'est juste un marqueur génétique de risque. Il y a plein d'autres choses dont on doit tenir compte. Surtout dans son métier, ça serait peut-être les traumatismes crâniens. Ouais. Alors, le bon côté, peut-être, de se faire dire, vous êtes plus à risque que la moyenne des gens, c'est qu'on va prêter attention aux conseils de prévention dont on va parler tout à l'heure. Voilà. Incluant mettre un casque quand vous êtes en vélo à Montréal. Un mot sur la démence vasculaire, parce que ça n'existe pratiquement plus. Dans le sens que c'est très rare que les gens ont beaucoup d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux, qui causent une démence. C'est habituellement mélangé avec l'Alzheimer. Alors, la personne de 85 ans et plus qui a une démence, surtout si elle a de la misère à marcher, dès le début de la maladie, le scan, on voit des petits trous. Il y a eu des petits infarctus silencieux associés à l'hypertension artérielle au fil des années. Et puis maintenant, elle a en plus le phénomène de vieillissement. Alors, on parle de démence mixte, Alzheimer et vasculaire. Mais la démence vasculaire, c'était une notion populaire jusqu'aux années 50. On disait que la démence est surtout causée par l'athérosclérose cérébrale. On disait ça dans les années à l'époque, ce n'est plus vrai. La démence à corps de Louis, c'est pas rare. Les médecins de famille au Québec, en particulier à Montréal, sont très bons pour la reconnaître parce qu'elle a des caractéristiques assez spectaculaires. Ce sont des gens assez jeunes, dans la soixantaine, qui ont des rêves la nuit pendant lesquels ils vont bouger, puis parfois tomber du lit ou donner un coup à leur conjoint ou conjointe. Donc, des changements d'habitude de sommeil assez spectaculaires. Et en plus, ils ont des hallucinations visuelles, mais pas dérangeantes. « Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, là, je dois mettre la table pour une personne supplémentaire. » Alors, c'est bénin comme hallucination. C'est très rare aussi, on voit des chats. Habituellement, on voit plus des gens. Et ils ont des fluctuations. Vous pourriez avoir des troubles d'attention, de concentration le matin, mais pas l'après-midi. Alors, ça, c'est un profil qui est différent de l'Alzheimer. Et les médecins de famille, habituellement, quand ils réfèrent pour cela à un spécialiste, ils ont raison 90 du temps. Et enfin, la maladie de Parkinson. Plusieurs personnes qui ont la maladie de Parkinson classique, avec tremblement de repos, lenteur à la marche, chute, ont aussi des troubles de mémoire ou d'attention, plutôt d'attention que de mémoire, et avec des hallucinations aussi parfois. Alors, tout ça pour dire qu'il peut y avoir différentes causes pour des démences chez des gens de 65 ans et plus. Pour terminer cette partie, on est obligé d'être honnête avec les gens, avec l'information disponible actuellement. Le diagnostic le plus probable est on dit démence parce que les gens comprennent ce que c'est, ou trouble neurocognitif majeur,
c'est ce qu'on va écrire dans notre rapport, mais je ne pense pas qu'on va dire ça aux gens parce que ce n'est pas évident, à un stade léger, et on va proposer tel ou tel ou tel traitement. Le clinicien, évidemment, est toujours aux aguets. Est-ce que je vais proposer une réaction, je vais causer une réaction catastrophique? Est-ce que la personne va être capable d'absorber l'information? Et ça, c'est au cas par cas. Le message, c'est d'être honnête dans nos réponses et d'être toujours disponible rapidement après la visite où on donne l'information pour faire un suivi, surtout si on planifie une intervention de médicaments ou autre. Alors, ça, c'était la première partie. Est-ce que je peux commencer la deuxième, qui n'est pas longue, et puis ensuite, Isabelle va compléter pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait après le diagnostic? Je résume 375 pages dans le World Alzheimer Report 2022, que vous pouvez obtenir en ligne. Simplement aller sur ADI, Alzheimer Disease International, le site ADI, et cliquez sur WAR 2022, et vous allez avoir vos 375 pages. Bonne lecture. Pour faire une histoire de longue courte, je vais résumer. Éducation, donner l'information selon les besoins de la personne et de la famille, pas tout d'un coup, selon les besoins de la famille. Anticiper les besoins à travers les stades, c'est bien important. On se voit habituellement aux 6 mois ou une fois par année, surtout au début, quand c'est plus lent comme progression, mais il faut anticiper à un certain moment les besoins à venir pour supervision à la maison ou déménager. Les comorbidités, alors vous devinez bien que tous les gens de 85 ans et plus n'ont pas seulement l'Alzheimer, ils ont aussi de la haute pression ou de la basse pression, ils sont un peu durs d'oreille, ils prennent 15 pilules en moyenne. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a aussi les traitements pharmacologiques actuels, dont je vais parler brièvement, parce que ce n'est pas compliqué, ça n'a pas changé depuis 15 ans. Et les nouveaux qui s'en viennent, qui vont être disponibles ici d'ici 2 ans. Et les traitements non pharmacologiques, incluant la prévention, c'est le sujet final d'Isabelle. Alors, pour ce qui est de l'éducation, on prend pour acquis qu'on a fait un diagnostic après 2 ou 3 visites. On a appris à connaître la personne. On sait qu'elle n'est pas déprimée, qu'il n'y aura pas de réaction catastrophique. Alors, il faut informer la personne et ses proches. On essaie d'identifier tout de suite l'aidant naturel ou le représentant légal et recommander d'aller chez le notaire, etc. Il faut utiliser toutes les ressources disponibles, pas attendre que le conjoint soit brûlé. Alors, il faut encourager les gens à contacter la Société Alzheimer de Montréal ou d'ailleurs et d'aller sur le réseau de l'appui. Il y a des services communautaires, il y a plein de choses. Anticiper les besoins à travers les stades, comme j'ai essayé d'illustrer, il y a une certaine prévisibilité à travers les 6 stades de la maladie et le clinicien qui fait le suivi à long terme doit normalement aider à planifier. J'espère qu'on aura des infirmières pivots pour suivre les personnes avec démence, comme on le fait pour le cancer ou le diabète. C'est vraiment un manque actuellement, parce que c'est sûr que c'est plus facile de rejoindre l'infirmière pivot que de rejoindre le docteur. Mais le secret, c'est un suivi structuré. Les comorbidités, j'en ai parlé brièvement. Diabète aussi. Malnutrition, ça peut être un problème, hein, même à Montréal. Et puis des douleurs chroniques. Alors souvent, les gens prennent des narcotiques. Je ne l'ai pas mentionné ici, mais trop d'alcool aussi, c'est un problème, surtout depuis la pandémie. C'est 1 verre par jour, mais assurez-vous que c'est un bon. Les médicaments disponibles qu'on peut prescrire en pharmacie au Québec, que ce soit médecin de famille ou spécialiste, il y a les antidépresseurs. Il y a les médicaments qui augmentent le niveau d'acétylcholine cérébrale. Alors, donepezil qui s'appelait avant Aricept, rivastigmine qui s'appelait avant Exelon, qui se prend en pilule ou en patch, en timbre cutané, et galantamine, qui a eu différents noms dans le passé. Le plus connu, c'était Réminil. Alors, ils font la même chose tous les 3, essentiellement. Ils augmentent le niveau d'acétylcholine cérébrale, qui a un effet subtil sur la mémoire, mais c'est surtout un effet sur l'attention, l'intérêt à. Et on peut déceler, si on écoute bien la famille et la personne, un intérêt pour des choses qu'ils avaient laissé tomber. Alors, le tricot qu'ils avaient laissé tomber, il recommence. Le monsieur, il recommence à faire le ménage dans le garage. Il n'avait pas fait ça depuis 1 an. Les conversations avec la famille sont plus spontanées. C'est des choses qu'on peut voir avec ce genre de médicaments-là. Un autre médicament qui est disponible depuis une dizaine d'années, c'est la mémantine, qui s'appelait Ebixa, qui agit sur un autre transmetteur chimique dans le cerveau,
qui est un peu excessif. Paradoxalement, il y a trop d'activité pour ce type de récepteur NMDA, et la mémantine amortit un petit peu cet excès. Et c'est utile surtout pour les stades modérés à sévères de la démence, surtout chez les gens qui sont un peu agités, pas très agités, mais un peu agités. Et enfin, les derniers qu'on n'aime pas personne, c'est les antipsychotiques, les médicaments plus pour la schizophrénie, mais à faible dose, un médicament comme le risperidone, qui s'appelait Risperdal, peut aider une période d'agitation, agressivité physique qu'on ne peut pas gérer autrement. Mais il faut arrêter après 3 mois, autant que possible. Ce n'est pas des prescriptions qu'on doit continuer indéfiniment. Les nouveaux médicaments, ça, je vais juste les mentionner, puis à la période de questions, si vous le souhaitez, on peut en parler plus en détail. La semaine prochaine, il y a un congrès à San Francisco où vous allez voir tous ces noms sortir dans les journaux. Aducanumab, c'est celui qui a été approuvé aux États-Unis, mais refusé partout ailleurs dans le monde. C'est le premier d'une génération ce sont des anticorps monoclonaux qui sont injectés par voie intraveineuse 1 fois par mois ou 2 fois par mois. À peu près 2 % de ce que vous injectez dans le sang va au cerveau. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour enlever l'amyloïde. Alors, certains d'entre eux vont enlever l'amyloïde qui est dans les plaques, les dépôts d'amyloïde qu'on voit au scan ou au microscope. D'autres anticorps vont cibler plus les fragments de protéines qui sont flottantes, les oligomères, en circulation entre les cellules, avant qu'ils forment des plaques. Donc, ils sont un peu différents, chacun d'entre eux. Celui dont vous allez entendre parler beaucoup la semaine prochaine, c'est le lecanemab, dont les résultats vont sortir mardi vers 9 h, heure de Montréal, le soir, où il y a un effet petit, mais mesurable, statistiquement significatif, chez des gens qui ont eu ces injections par rapport à des gens qui ont eu des injections d'eau claire, le placebo. Voilà. Juste un mot sur le tramiprosat. C'est un médicament qui a été inventé à Montréal par la compagnie Neurochem et qui avait été testé il y a 15 ans à Montréal et ailleurs dans le monde. Ça se prend par la bouche, ce qui est intéressant. Et à l'époque, on n'avait pas les nouveaux scans, les ponctions lombaires, pour vérifier si les gens avaient vraiment de l'amyloïde dans le cerveau. Alors, peut-être qu'il y a eu un effet, mais il était dilué par les gens qui n'avaient pas besoin de ce type de médicament. Mais ce médicament, tramiprosat, a été acheté par une compagnie américaine, Alzeon, et il est en train d'être testé de nouveau, mais j'ai une population particulière, c'est les gens qui ont le 4-4, dont je parlais tout à l'heure. Alors, l'acteur qui est inquiet, lui, pourrait prendre ce médicament par voie orale maintenant, même à 50 ans ou 45 ans, parce que c'est un médicament qui n'a pas d'effet secondaire pour ce qui est des autres, comparé aux autres, et qui a une action sur les oligomères, les fragments de protéines amyloïdes qui circulent dans le cerveau. L'autre protéine qu'on cible, c'est la protéine tau, dont je parlais tout à l'heure. Il y a une molécule qui s'appelle HMTM, qui est essentiellement du bleu de méthylène modifié. Alors, c'est par la bouche, ça colore l'urine en bleu. Et c'est un problème parce que si vous avez des sous-vêtements blancs, c'est pas beau. Mais le problème, surtout, c'est pour la recherche clinique. On n'a pas d'équivalent placebo bleu. Alors, tout le monde doit en prendre un petit peu, ou plus, ou beaucoup plus. Et puis, tout le monde va mieux. Alors, c'est difficile. On va en parler la semaine prochaine au congrès. Est-ce que le médicament est bon pour tout le monde, même à très faible dose? C'est la conclusion que la compagnie souhaite qu'on croit, mais on n'a pas de groupe de comparaison. Voilà. Une autre approche, la neuroinflammation silencieuse dans le cerveau, c'est un gros sujet de recherche. On n'est pas loin de pouvoir mesurer chez les gens s'il y a de l'inflammation dans votre cerveau en utilisant un scan cérébral ou la ponction lombaire ou une prise de sang, parce qu'on a beaucoup de médicaments anti-inflammatoires disponibles pour l'arthrite rhumatoïde, différents types d'arthrite. Mon rêve, c'est que d'ici 3 ans, on pourra faire un bilan. Chaque personne qui le souhaite, est-ce que vous avez de l'amyloïde, de la protéine tau anormale et de l'inflammation dans le cerveau actuellement? Et s'il y en a un des 3 qui est prédominant, vous allez avoir le traitement approprié pour vous à ce moment-ci. Un peu comme on le fait dans le moment pour la chémothérapie pour certains types de cancers. On n'est pas loin de ça. Et pour finir, là, je passe le bâton à ma collègue. Oui, les exercices physiques, c'est bon même au début de l'Alzheimer, même pendant l'Alzheimer, puis surtout pour la prévention, l'activité intellectuelle, surtout en groupe, vous allez en parler, socialisation, art et musique et stimulation cognitive. Votre spécialité. À vous, la parole. Merci. C'est vraiment comme un relais.
Bien. Hop, alors, les interventions non pharmacologiques. Alors, vous connaissez ça, des revues Cochrane. Hein? C'est des grosses revues hein, où ils vont chercher plein d'études. Alors, je suis allée voir ces revues-là parce qu'il y a beaucoup d'études sur l'entraînement cognitif. Et puis, il y avait une révision de 33 études, donc plus que 2000 participants. Puis, ce qu'on dit, en fait, c'est qu'il y a certains bénéfices sur la cognition de l'entraînement. Okay, la mémoire, l'attention, la résolution de problèmes, c'est possible d'améliorer comparativement à un traitement habituel qui est rien. Le traitement habituel, c'est pas fort. Ou des activités qui seraient non spécifiques. Juste le fait d'avoir simplement de participer à des groupes de... Je dirais pas de bridge, parce qu'il y a des activités qui sont drôlement complexes sur le plan cognitif, mais des activités qui ne demanderaient pas finalement de beaucoup de choses sur le plan cognitif. Mais il n'y a pas de preuve que l'entraînement cognitif, c'est meilleur que de participer à d'autres traitements actifs. Par traitement actif, c'est vraiment des traitements qui demandent de faire des activités, puis qui posent des défis, puis des trucs qui sont compliqués. Et puis, vous allez voir, c'est ça ce qui ressort tout le temps. L'important, c'est de stimuler nos neurones de façon active, en faisant des choses qu'on ne fait pas d'habitude, en sortant de notre zone de confort. Et, en tout cas, selon Cochrane, les améliorations persistaient quelques mois. Mais on avait un besoin d'études de meilleure qualité. Et c'est ce qu'il disait parce que c'est difficile à faire, ces études-là. Et j'ai trouvé une étude qui a été faite par ma collègue Sylvie Belleville, que vous connaissez bien, une étude dont vous êtes le co-auteur d'ailleurs, Dr Gauthier, qui est une étude qui a été très bien faite parce qu'on a comparé systématiquement des groupes de participants avec différentes approches. Et donc, il y avait 145 personnes. Alors là, c'est comme en neuropsy, 145, c'est beaucoup pour ces études-là parce que c'est long à faire. Et les gens étaient vus pendant 8 semaines, 2 heures par semaine, par petits groupes de 4-5. On sait que ça, c'est bon. Le fait que des petits groupes, là, les gens parlent entre eux, puis c'est en soi, les conversations, c'est important pour la stimulation cognitive parce qu'ils se racontent des choses. Puis quand on raconte quelque chose à quelqu'un, bien, on est obligé d'organiser notre pensée. Hein? Puis on est obligé de répondre à des arguments. Donc, juste cette discussion-là est importante, puis c'est pour ça que 4-5, ça vaut la peine. Et donc, il y avait Mémo Plus, c'est un programme qui est offert à l'Institut de gériatrie, de l'apprentissage de stratégie et du contrôle attentionnel. Ça, c'est toutes des stratégies qu'on connaît. L'imagerie mentale, la méthode des lieux. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça serait compliqué ce soir, mais c'est vraiment des stratégies qui ont fait leur preuve pour augmenter, favoriser, c'est des techniques, des mnémotechniques, si on veut. Et il fallait que les gens se pratiquent à la maison. Il y avait des devoirs à faire, parce qu'on sait que quand les gens ne font pas leurs devoirs, ils ne sont pas aussi bons, ils n'en profitent pas autant. Ce n'est pas assez juste une fois par semaine. Et donc, on avait un niveau de base, on avait une mesure à 3 mois puis à 6 mois, et on comparait les 3 groupes. Il y avait donc le groupe dont je vous parle, l'entraînement cognitif. Un groupe, c'était une intervention psychosociale. Les gens se rencontraient quand même pour discuter, mais de l'aspect plus des problèmes d'humeur, des problèmes de comportement, des problèmes plus psychosociaux, et un groupe où il n'y avait aucune intervention. Et ce que Sylvie Belleville a mis en évidence, c'est vraiment une amélioration significative pour le groupe qui avait eu l'entraînement cognitif sur la mémoire. Évidemment, vous apprenez des stratégies pour mémoriser, donc c'est normal que ce soit la fonction qui risque d'être améliorée. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces améliorations-là étaient significatives et duraient dans le temps. Au bout de 3 mois, c'était encore mis en évidence. Et ce qu'ils font, c'est, on appelle ça une session de booster. On fait une espèce de petite session pour reprendre un petit peu les stratégies, les remettre comme actives. Et l'amélioration est encore mise en évidence 6 mois plus tard, alors que dans les 2 autres groupes, il n'y avait pas cette amélioration. Donc, c'est quand même une étude très bien faite, très prometteuse. Ça nous amène à parler un peu plus de cette étude-là est super intéressante, puis on sait que la stimulation cognitive, c'est important. Mais on sait de plus en plus
quels sont les facteurs de risque pour développer des troubles cognitifs. Et ça, c'est une étude qui a été faite dans The Lancet, qui est assez récente, en 2020. Et on voit ici que 40 des facteurs sont des facteurs potentiellement modifiables. Et ça, c'est drôlement important. Et on les a ici, écrits ici. Donc, l'éducation en bas âge, puis à l'adolescence, jeune adulte. Un qui m'avait complètement surpris, c'est les pertes auditives à l'âge moyen, pas très tardivement, mais l'âge middle age. C'est midlife, c'est 50 ans, à peu près 45-50 ans. Troubles auditifs, des troubles crânio-cérébraux, des accidents, les casques en vélo, là, pas seulement en ville. L'hypertension, l'alcool, l'obésité, et plus tardivement, le tabac, la dépression, l'isolement social, l'inactivité physique et la pollution de l'air qui a été, c'est une étude mondiale qui a été ajoutée, et le diabète. Donc, on a 40 des choses, si on contrôle ces facteurs de risque, on a 40 de facteurs qui peuvent être modifiés et qui fait qu'on développe moins de démence dans ces situations-là. Donc, la prévention, ce n'est pas pour la démence, j'allais dire, c'est la même chose pour le cancer. Hein. Les habitudes de vie dont on a parlé, les conditions médicales, les conditions psychosociales, c'est des choses qui vont améliorer de façon générale le fonctionnement quotidien. Et il y a deux principales mesures de prévention dont vous avez un peu parlé aussi. C'est vraiment, la première, c'est l'activité physique. Hein? Donc, il y a des études épidémiologiques qui ont mis en évidence des données robustes chez les gens qui font... il y a un effet positif sur la réduction du déclin cognitif et de la démence si les gens participaient à des activités physiques. Si les gens restent actifs physiquement, même en vieillissant. Mais c'est difficile d'avoir une relation causale. On ne sait pas si un cause l'autre, mais on sait qu'ils sont très associés. Donc, c'est déjà ça de prix. Donc, ça vaut la peine d'investir dans des activités physiques parce que c'est vraiment associé à une réduction du déclin cognitif et des démences chez les personnes âgées. Les mécanismes, probablement, on a parlé tout à l'heure de la production des nouveaux neurones dans l'hippocampe. Effectivement, l'hippocampe, il n'y a pas beaucoup de structures dans le cerveau qui produisent des nouveaux neurones, mais l'hippocampe en fait partie. Et il semble y avoir une neurogénèse dans l'hippocampe de l'activité physique. De la même chose, des nouvelles synapses. Puis aussi, l'activité physique améliore quand même l'ensemble de l'œuvre, donc la vascularisation cérébrale, mais la vascularisation en général. Et ça favorise la plasticité neuronale, ça favorise la santé cardiovasculaire. Hein, on sait qu'on a une diminution de l'hypertension, du diabète et d'autres facteurs de risque qui peuvent être contrôlés par plus d'activité physique. Et ça atténue donc la perte du volume cérébral. Et aussi, un effet positif sur l'humeur. Hein, on sait que les gens qui sont déprimés, anxieux, vont beaucoup profiter d'exercices physiques. Et chez les personnes âgées, un des gros facteurs de risque, c'est les chutes. Et les chutes peuvent entraîner des problèmes importants. Hein. On sait qu'il y a des gens qui, après une chute, vont vraiment en perdre de leur fonctionnement général et leur fonction cognitive. Et évidemment, l'activité physique, en renforçant la musculation, diminue les risques de chute et donc permet de diminuer la possibilité de traumatismes crânio-cérébraux aussi. Et donc, quand on parle d'activité, pourquoi est-ce qu'on parle d'activité cognitive? C'est parce que dans notre cerveau, dès qu'on naît, à partir du moment où on naît, on commence à accumuler des expériences de vie. L'éducation nous permet justement d'accumuler des expériences puis des activités qui font en sorte que notre cerveau devient de plus en plus... Il y a de plus en plus de synapses et il y a de plus en plus de résistance à la pathologie. C'est ce qu'on appelle par réserve cognitive, quelqu'un qui est plus éduqué, qui a un emploi qui est très stimulant intellectuellement, qui fait beaucoup d'activités cognitives, va avoir une plus grande réserve cognitive. Et s'il arrive quelque chose, il est plus résistant à cette pathologie.
Donc, il y a eu beaucoup d'études et on sait maintenant dans le nouvel article qui a été publié, on sait que les gens qui ont une réserve cognitive élevée par rapport à une réserve cognitive faible vont probablement quand même développer la maladie si cette maladie-là est présente. Mais il y a souvent de 5 à 6 ans, 7 ans de différence au moment où les troubles cognitifs commencent à être importants. Donc, c'est comme si la réserve cognitive permettait de compenser les troubles cognitifs pendant 3, 5, 7 ans avant d'être important et d'avoir un impact fonctionnel. Donc, juste ça, ça vaut la peine de mettre toutes les chances de notre côté et de continuer en vieillissant, mais tout au cours de notre vie, mais aussi en vieillissant, de continuer à avoir des activités cognitives qui nous font dépasser notre zone de confort. Et bon, écoutez, je ne vais pas vous parler de cette étude-là, mais c'est une étude qui a tout à fait mis en évidence qu'il y avait des améliorations des activités cognitives, même quand on prenait des gens et on les suivait sur 10 ans. Il y avait encore des bénéfices de cette activité. Et comme je vous ai dit, tous les programmes ne sont pas équivalents. Il faut prendre des activités qui nous posent des défis nouveaux. Apprendre une nouvelle langue. Il y a plein d'activités. Même dans les logiciels de stimulation cognitive, il y a plein de logiciels. On a toujours ça comme question. Les logiciels qui sont bons, c'est des logiciels qui permettent de ne pas toujours faire la même chose, mais de changer d'activité puis d'avoir des objectifs qui varient en fonction de notre niveau de compétence. Il faut augmenter la difficulté. Et c'est ces logiciels-là qui nous permettent de développer aussi des stratégies, pas juste d'apprendre par cœur des trucs, mais de développer des stratégies. C'est vraiment les meilleurs logiciels. Donc, ça nous permet, j'espère qu'on vous a convaincu que c'est important de vous tenir actif, de venir à des conférences comme ce soir. Alors, on sait que l'augmentation du cas de démence ou de TNC va augmenter avec le temps parce que, évidemment, avec l'augmentation du vieillissement de la population, le vieillissement étant le principal facteur de risque pour développer un trouble neurocognitif, et quand la population vieillit, on en a plus. L'efficacité des traitements actuels demeure mitigée, mais il y a quand même des espoirs qui sont permis. On va compter sur le Dr Gauthier pour nous continuer ses recherches dans ce domaine-là. Il y a des études qui sont prometteuses sur la prévention, j'espère que je vous ai convaincu, et que je pense qu'il ne faut pas non plus mettre de côté l'avantage des nouvelles technologies. De plus en plus, les gens ont des téléphones, comme disait Yannick, pas si intelligents, mais quand même, ne sont pas pires. Profitons du temps où on est en pleine forme pour automatiser des routines avec nos téléphones intelligents parce que ça peut nous servir éventuellement si on a plus de difficultés. Au moins, pendant qu'on est bien, on peut automatiser des choses, s'habituer à avoir des routines intéressantes pour réussir à utiliser ces technologies-là pour compenser éventuellement des petits troubles de mémoire ou autre chose. Voilà, je vous remercie beaucoup.